Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Vous êtes à la tête de la Cour des comptes. C'est vous qui contrôlez la gestion et le bon emploi des deniers publics. On va justement parler avec vous du budget que le gouvernement vient de présenter pour l'année prochaine. Mais d'abord, l'annonce du chef de l'État hier soir sur le plan de la sécurité. 239 nouvelles brigades de gendarmerie dans les zones rurales et périurbaines. Des renforts qui étaient déjà prévus dans la loi votée l'année dernière. Est-ce que ce sont des recrutements nécessaires du point de vue de la Cour des comptes ? La Cour des comptes ne fait pas de commentaires des annonces en direct, en quelque sorte, ne fait pas de politique. Simplement, c'est vrai que nous avons fait une réflexion l'an dernier qui disait que, s'agissant des forces de sécurité, il y avait sans doute un problème d'effectifs, mais il y avait aussi un problème d'organisation. Et qu'il faut gérer, en tout cas, les deux ensemble. Mais vous avez eu des réponses depuis ? On a eu des réponses, des échanges avec le ministère de l'Intérieur, et je pense que Gérald Darmanin partage largement ce point de vue. Et puis, je faisais aussi une deuxième réflexion sur la loi qui concerne les forces de sécurité intérieure, c'est qu'on a rigidifié la dépense publique, c'est-à-dire qu'on a sur tout un série de secteurs, on a déjà décidé que la dépense publique allait augmenter. C'est le cas pour l'intérieur et la sécurité, c'est le cas pour la défense, c'est le cas pour la recherche et l'innovation. Bon, et si on fait ça et que par ailleurs il faut faire des économies, ça veut dire que les économies se situeront ailleurs. Et donc on a un facteur de rigidification de la dépense publique. Et nous disions qu'aucune dépense, y compris celle-ci, ne veut être à l'abri de ce qu'on appelle une revue, c'est-à-dire une réflexion sur la qualité de la dépense publique. Ça vaut pour la sécurité aussi. Par exemple, sur la sécurité, sur l'organisation des forces de l'ordre, entre gendarmes, policiers et police municipale. Oui, et sur l'efficacité des unes et des autres, et les unes par rapport aux autres. Mais encore une fois, ça n'est pas du tout un commentaire critique. Je n'ai pas de doute qu'en termes d'organisation territoriale, ces décisions étaient nécessaires. Néanmoins, il faudra le faire dans un équilibre global. Avec un risque de doublon quand même. Non, je n'ai pas d'éléments qui permettent de dire ça, et c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut vraiment réfléchir à l'organisation des forces, mais c'est une réflexion partagée avec le ministère de l'Intérieur, complètement partagée. Alors le budget, il faut qu'on en parle parce que le gouvernement vient de le présenter pour l'année prochaine. Il s'appuie sur une croissance d'1,4%. Cette prévision, la Banque de France voit une croissance plus faible l'année prochaine, 0,9%. Est-ce que vous dites que ce budget est trop optimiste, voire irréaliste ? Alors, je préside un autre organisme qui s'appelle le Haut Conseil des finances publiques, qui est chargé de donner des avis sur les projets de loi de finances, et nous avons rendu un avis à la fois sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de programmation des finances publiques. Et s'agissant de la croissance, nous avons dit qu'à notre sens, la prévision de croissance était élevée. Pourquoi élevée ? Parce que la totalité des instituts de prévision, je dis bien la totalité, aucun d'eux ne donne 1,4% comme le gouvernement. Le plus optimiste, c'est 1,2%, c'est la Commission européenne. La moyenne, ce qu'on appelle le consensus des prévisionnistes, c'est 0,8%. La Banque de France, qui est comme un organisme qui est tout à fait pignon sur rue et qui en plus a l'avantage, grâce à son réseau, d'avoir le pouls sur la microéconomie, sur les entreprises, dit 0,9%. Donc 1,4%, c'est élevé. Je ne dis pas que c'est inatteignable. Oui, mais ça veut dire aussi quand même que le budget n'est pas crédible en l'état. Ça veut dire que, du coup, les résultats en termes de déficit qu'il donne, et qui ne sont déjà pas extraordinaires, 4,4%, nous apparaissent, pardon d'utiliser une sémantique précise, prévision de croissance élevée et prévision de déficit plutôt optimiste. Encore une fois, je le dis, warning, ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas. Si je prends un exemple, l'an dernier, la prévision de croissance était à 0,6 et puis à l'arrivée, on arrive à 0,9, 1%. Il peut y avoir des bonnes surprises. Nous ne sommes pas dans des écarts qui sont de nature à faire parler de je ne sais quelle insincérité. Il ne s'agit pas de ça. Vous n'êtes pas en train de nous dire que ce budget est insincère ? Non, le budget n'est pas insincère. L'insincérité, vous savez, le Conseil constitutionnel en a donné une définition à la fois grammaticale, juridique et précise. Ça suppose l'intention de tromper. Et il n'y a pas d'intention de tromper. Simplement, il y a de l'optimisme. D'autres diront du volontarisme. Mais le problème derrière ça, ça peut faire sourire, c'est que si les prévisionnistes ont raison, et aujourd'hui, leur prévision est sérieuse. Tout de même, les tendances sont celles-là. Alors à ce moment-là, nous aurons un déficit très élevé et ça pose des problèmes de crédibilité à la France. Ça pose des problèmes d'augmentation de sa dette. Et donc, nous disons qu'il faut une gestion rigoureuse, sérieuse. La dette, on va en parler dans un instant. Mais juste pour ce budget et dans le contexte d'une dette effectivement de 3 000 milliards d'euros, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est fier d'annoncer des économies à hauteur de 16 milliards. La droite, elle, dit c'est de l'enfumage. Il n'y a pas de réelle réforme structurelle. C'est votre avis aussi ? Vous savez, comme Premier ministre de la Cour des comptes, je ne me prononce pas dans le débat public et j'utilise jamais ce genre de mots naturellement. Simplement, ce que je constate, c'est deux choses. Un, effectivement, il y a une trajectoire qui est maintenant tournée vers le désendettement. Et là-dessus, je dis bien, parce qu'il fallait le faire. On a vraiment, le quoi qu'il en coûte, c'était sans doute nécessaire, mais le pli a été pris de répondre à chaque crise par un chèque. Le milliard d'euros est devenu l'unité de compte du débat public. C'est absurde. Et donc, il fallait
vraiment mettre le haut là. Simplement, après, il y a 16 milliards d'euros d'économies dont on est obligé de constater que pour la plupart, en effet, ils ne sont pas structurels. C'est-à-dire qu'il y en a probablement 12,5 qui proviennent, pour l'essentiel, du quoi qu'il en coûte, d'avoir débranché des dispositifs d'urgence qui donc n'existent plus. Alors, ça ne pose pas tant de problèmes pour cette année que pour les suivantes. Je m'explique. Vous avez une trajectoire de finances publiques, parce qu'à côté de ça a été adoptée par des techniques une loi de programmation de finances publiques sur les années 2024-2027. Bon, pour cette année, 16 milliards, dont 12 milliards et demi qui ne sont pas structurels, ça fait 3,5 structurels. Les années suivantes, il va falloir trouver 12 milliards par an pérennes. Mais ça veut dire qu'il faut supprimer certains services publics, parce qu'en fait, c'est de ça dont on parle derrière ça. Pas du tout. Ouais, nous, à la Cour des comptes, nous avons une proposition à faire au gouvernement, qu'il a d'ailleurs adoptée partiellement, c'est ce qu'on appelle les revues de dépenses publiques. Je m'explique. Et ça existe depuis longtemps. Non, on n'en a jamais fait en France. La revue générale des politiques publiques, alors, on en parlait dans les années 2007, les années 50. On a fait quelques tentatives qui étaient trop technocratiques, qui n'étaient pas d'envergure, qui n'étaient pas du tout à la hauteur. Mais je reviens un petit peu en arrière. Quel est le problème français ? Vous avez une dépense publique dans le PIB. Le PIB, c'est le produit national brut. Produit intérieur. Toute la richesse produite. 56%, vous m'entendez ? 56% de la richesse produite va dans la dépense publique. C'est 8 points de plus que la moyenne de l'Europe. Nous sommes parmi les premiers au monde. Il faut tailler dans les dépenses, mais alors par exemple, non, attendez, je dis pas ça vos détracteurs vont dire on a fait la réforme des retraites, on a fait la réforme de l'assurance chômage. Alors, vous le savez, je ne fais plus de politique. Ouais. J'ai été quand même un homme politique. Je n'ai jamais été pour l'austérité et je ne suis toujours pas pour l'austérité. Je propose sûrement pas de fermer les services publics. Ce que je dis, c'est que le paradoxe français, c'est qu'on dépense énormément, et pourquoi pas, mais que les gens ne sont pas satisfaits de la qualité du service public. Regardez l'éducation nationale. Nous reculons dans les classements internationaux. Regardez l'hôpital et les besoins qui existent. Regardez, on en parlera peut-être, le logement. Une politique publique qui n'est pas efficace du tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'il faut faire la revue de dépenses publiques, c'est soulever le capot de la dépense publique et la regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a des politiques publiques qui marchent. Celles-là, il faut les encourager. Il faut même investir davantage. Il y en a qui ne marchent pas. Et là, il faut faire des économies. Et donc, tant qu'on n'a pas une logique, si vous voulez, de réforme du service public, de recherche de la qualité de la dépense publique... C'est pas seulement le rabot. Non, le rabot, pour moi, c'est niette. C'est vraiment une technique qui est stupide, qui ne produit en effet que des effets négatifs et qui, en plus, ne génère pas d'économie de long terme. Donc, si on veut faire ce qu'on appelle des réformes structurelles, c'est réformer les politiques publiques, améliorer la qualité du service public et en découler des économies sur les dépenses publiques. Pas partir d'une logique d'économie, y arriver. C'est exactement l'inverse. Et tant qu'on ne fera pas ça, alors on aura des années après années, des exercices budgétaires d'équilibristes très compliqués, acrobatiques et pas très efficaces, pardon de le dire. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, vous êtes l'invité de France Info ce matin. On va vous retrouver dans une minute, juste après le fil info à 8h40. Mathilde Romagnan. Il y a une vraie pénurie, une vraie crise de l'aide à domicile, déclare ce matin la présidente de l'AFM Téléthon. L'association avec APF France Handicap va saisir la défenseure des droits pour mise en danger de la vie d'autrui face au manque d'aidants pour les handicapés. La tempête Philippe passe en ce moment près de la Guadeloupe. L'archipel est placé en alerte rouge aux fortes pluies et aux orages par Météo France. Les écoles restent fermées aujourd'hui et la préfecture appelle la population à la prudence. C'est le premier procès pour terrorisme d'ultra-gauche en France depuis 35 ans. 7 personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui à Paris, soupçonnées d'avoir préparé des actions violentes contre des symboles de l'État comme des policiers ou des militaires. 6 hommes et une femme âgés de 33 à 39 ans comparaissent jusqu'à la fin du mois. Et puis une bonne nouvelle en vue des JO de Paris. L'équipe de France féminine de gymnastique s'est qualifiée hier pour les Jeux. Ce n'est pas le cas en revanche de l'équipe masculine. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, le cap du gouvernement en ce qui concerne le déficit du pays, c'est de revenir sous la barre des 3% à la fin du quinquennat d'ici 2027. On est à près de 5% aujourd'hui. Est-ce que cet objectif est réaliste et tenable, selon vous ? Oui, 3% à la fin du quinquennat, c'est réaliste et tenable. Simplement, pardon de le dire, c'est assez peu ambitieux. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, nos principaux partenaires, les Pays-Bas, la Grèce, l'Allemagne, tous ces pays sont en dessous de 3%. La totalité des pays de la zone euro y sera en 2026. Ça va être le cas pour l'Espagne en 2024, ça va être le cas pour l'Italie en 2025. Donc nous, on est trop lents, mais le problème, c'est que vous le savez, la dette, elle nous coûte de plus en plus cher chaque année. Oui, 3%, c'est réaliste en 2027, mais c'est tard. Voilà mon commentaire. Oui. Il faudrait faire plus vite.
Non, maintenant, on ne peut pas faire plus vite. Mais je constate quand même que nous ne sommes pas aujourd'hui les bons élèves de la zone euro. Si je prends le cas de la dette publique, c'est un cas d'importance plus importante pour nos concitoyens, plus grande. La dette publique est à 110% du PIB, c'est les fameux 3000, maintenant plutôt 3050 milliards d'euros. Et cette dette publique, pour le coup, nous serons sur le podium, je veux dire le tiercé de tête ou de queue, avec la Grèce et l'Italie en 2027. Et le problème que ça pose, c'est que d'abord, cette dette coûte cher, puisque les taux d'intérêt ne sont plus négatifs aujourd'hui. Il y a eu 52 milliards d'euros rien que l'année dernière. La pente, ça je veux le faire comprendre à ceux qui nous écoutent, elle est terrible. C'était ce qu'on appelle la charge de la dette, c'est-à-dire dans le budget, ce qui est inscrit pour rembourser la dette chaque année. Et ça pèse sur les Français. Juste les taux d'intérêt. Taux d'intérêt, mais aussi obligation indexée sur l'inflation, qui n'a pas été un choix extraordinaire. Mais enfin, ça fait 31 milliards d'euros en 2021. Bon. 57 milliards d'euros en 2024. 84 milliards d'euros en 2027. Ça aura presque triplé. Et ça veut dire que ce sont des dépenses publiques qui sont complètement congelées. C'est-à-dire que chaque euro que vous consacrez au remboursement de la dette, c'est un euro que vous ne pouvez pas consacrer à l'éducation, ou à la sécurité, ou à l'innovation, ou à la transition écologique. Et si les taux devaient continuer d'augmenter, ça serait encore plus grave. C'est pas la probabilité, parce que pour le coup, j'ai donné quelques appréciations du Haut Conseil qui vous ont paru sévères, qui sont juste en réalité, je crois, assez objectives. Pour l'inflation, la prévision est plutôt plausible et l'inflation devrait diminuer. Et on peut penser que la Banque Centrale Européenne n'est pas loin de ce qu'on appelle le pic en matière de taux d'intérêt. Mais tout de même, un chiffre encore, pardon de vous accabler, 450 points de base de plus depuis janvier 2022. Nous sommes sortis de l'ère magique où on s'endettait et on touchait de l'argent avec les taux d'intérêt négatifs. Maintenant, comme c'est logique, comme pour les ménages, on s'endette, on paye. Non, je ne veux pas être pessimiste, je veux être vigilant et mobilisateur. Je veux dire que le combat contre la dette publique, c'est pas un combat de droite, c'est pas un combat de gauche, c'est un combat pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut se désendetter pour pouvoir investir. On a besoin d'investir massivement dans l'hôpital, dans l'innovation, dans la recherche. Il y en a qui disent qu'il y a une bonne et une mauvaise dette. Par exemple, il y a une bonne dette pour la transition écologique. Alors, la dette pour la transition écologique est meilleure que d'autres dettes, mais si vous faites de la dette pour la transition écologique, supprimez d'autres dettes. Si vous empilez des dettes, vous les remboursez. Et moi, vous savez, j'ai été ministre des Finances en 2012 à 2014. Il y avait déjà 57 milliards d'euros de dette, c'était en sortir de la crise financière. Je peux vous dire que le ministre des Finances, qui a 84 milliards d'euros de dette à rembourser chaque année, il ne peut pas faire grand-chose. Et que les politiques publiques, celles qui sont bonnes pour nos concitoyens, justement financer la transition écologique pour nos enfants, financer l'innovation et la recherche pour rester compétitifs, financer le numérique, la transition numérique, je vois qu'il y a une stratégie sur l'intelligence artificielle. Pour ça, il faut des ressources. Quand vous êtes très endetté, vous n'avez pas de quoi investir. Et peu importe que la dette soit bonne ou mauvaise. Donc, il faut plutôt flécher les choses sur une bonne dette, celle qui est sur l'investissement dans l'avenir. Mais il faut surtout se désendetter. Surtout, ça c'est vraiment, je veux lancer un cri d'alarme et un cri de mobilisation. Mais pour financer les politiques publiques, on peut aussi augmenter les impôts. Pour l'instant, le gouvernement s'y refuse, il a raison. Pardon, je le rappelais, j'ai été ministre des Finances il y a 10 ans, j'avais prononcé une phrase qui est restée fameuse à mon niveau, je disais que je ressentais, c'est chez vous d'ailleurs, sur France le ras-le-bol. Le ras-le-bol fiscal. Je n'ai pas changé d'avis. Je ne veux pas continuer à accabler nos auditeurs de chiffres, mais 45,4%. C'est le montant des prélèvements obligatoires dans le PIB. Oui, pardon, Pierre Moscovici, mais à votre époque, il y avait encore l'ISF. C'est plus le cas aujourd'hui. J'y viens, si vous permettez 2 secondes. Je pense qu'il y a aujourd'hui un problème. On est proche des limites du consentement fiscal. Les Français ont le sentiment de payer assez d'impôts. Donc, on peut augmenter certains impôts, mais à ce moment-là, il faut en baisser d'autres. On peut baisser certains impôts, il faut en augmenter d'autres. Mon mot d'ordre, ce serait plutôt la stabilité fiscale. Je plaide pour la stabilité fiscale, pas pour de nouveaux impôts. Alors après, ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas interdit pour autant de jouer sur la palette des impôts. On peut en faire baisser certains, on peut en augmenter d'autres. À la fois pour des raisons d'allocation, c'est-à-dire l'allocation, c'est on va chercher à provoquer un comportement économique. Par exemple, on va financer la transition écologique. C'est l'idée de Jean Pisani-Ferry. Il veut un ISF climatique. Vous dites quoi, non, pardonnez-moi. Moi, j'avais dit à l'époque, c'était aussi d'ailleurs sur France Inter, c'était sur France Inter, il y a quelques mois, j'ai dit qu'il ne fallait pas écarter sa proposition d'un revers de main. Ça n'est pas un ISF vert ce qu'il propose. C'est un prélèvement temporaire jusqu'en 2030
sur les plus grandes fortunes ou sur les plus gros patrimoines, à définir. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis simplement que voilà le type de débat qu'on doit pouvoir avoir. Ce n'est pas tabou pour moi. Mais voilà. Et ça, vous l'avez dit au président de la République ? Parce que lui, il l'a balayé d'un revers de main. Tout ce que je vous dis, je le dis au président de la République. Je préside une autorité indépendante, j'ai un rapport tout à fait direct avec le président et tout à fait positif. Il prend ce qu'il veut, il ne prend pas ce qu'il veut. Enfin, il n'est pas seul, il y a aussi le gouvernement, le Parlement. Je parle avec tous, naturellement. La parole que je délivre, elle est publique au nom de cette institution. Depuis plusieurs mois, on assiste à une crise du logement qui s'aggrave au fil du temps. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe parle d'une bombe sociale à retardement. De votre point de vue, il a raison. Si j'ai bien compris, ce n'était pas tant de la politique du logement qu'il parlait comme d'une bombe sociale. Il parlait de certains aspects, c'est-à-dire notamment les passeports thermiques, notamment. Mais je dis différemment, du point de vue qui est le mien, celui de président de la Cour des comptes. On dépense à peu près 35 milliards d'euros par an pour le logement. 35 milliards d'euros, ça fait 1,5% du produit intérieur brut. C'est 2 fois plus que nos partenaires de la zone euro. 2 fois plus. Et le résultat, on est obligé de le dire, n'est pas bon. Il peut y avoir 2 objectifs pour une politique de logement. D'abord, la construction. Est-ce qu'on construit ? Non. On est en ce moment dans une crise historique. Deuxième objectif, le logement social. Est-ce que c'est bon ? Non plus. Pas non plus. Pourquoi ? Parce que les gens ne bougent pas de leur logement social. Et donc, il n'y a pas de rotation dans le parc social. Et puis, on ne construit pas assez non plus. Et on construit pas. Mais vous avez ni construction, ni logement social. Ça veut dire que cette politique publique, alors, c'est pas à moi aujourd'hui de promouvoir les solutions. C'est au gouvernement de le faire. Mais cette politique publique, telle qu'elle est, elle n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace. Mais c'est quoi ? Ça veut dire qu'on met trop d'argent n'importe comment ? On le dépense n'importe comment ? Pas n'importe comment. Ça veut dire simplement que, telle qu'elle est conçue, elle ne marche pas. Et donc, je ne dis pas qu'il faut dépenser moins ou beaucoup moins. Encore une fois, je ne suis pas du tout pour le rabot. Je dis simplement que voilà une politique qu'il faut repenser quasi complètement. Dépenser différemment. Oui, c'est-à-dire nous faisons quelques propositions à la Cour des comptes, mais elles sont pour le coup modestes. D'abord, vraiment que c'est une politique de beaucoup plus être gérée au niveau local que ce n'est le cas aujourd'hui. Ensuite, justement, il faut prêter attention au logement de qualité, il faut prêter attention au logement social, il faut sans doute avoir une granularité, une finesse beaucoup plus grande dans la politique du logement. Mais telle qu'elle est, on a ce paradoxe, c'est ce que je disais tout à l'heure, on dépense beaucoup et les gens ne sont pas contents. Et ils ont quelques raisons. C'est ce que j'appelle le paradoxe de la dépense publique. Aujourd'hui, on dépense 28% de plus par habitant en dépenses publiques qu'en 2000. Est-ce que les gens sont plus satisfaits du service public ? Non. Mais si lié aussi à ce pointer un rapport récent dont on a beaucoup parlé sur France Info il y a une quinzaine de jours, il y a de plus en plus de besoins aussi de services publics et de moins en moins de moyens. Adaptés aux besoins. C'était d'ailleurs un magistrat de la Cour des comptes, pas S-fonction qu'il a présenté chez vous, que je connais bien, mais il a à la fois... non, il n'a pas tort. Il a raison sur un point. Les besoins sociaux doivent être financés. Je vais là encore prendre un exemple. Les EHPAD, la dépendance, ça n'est pas financé. La Cour des comptes, qui encore une fois n'est pas là pour faire de l'austérité, propose d'augmenter de 1 à 2 milliards par an la dépense pour les EHPAD. Mais là encore, financer les besoins sociaux, c'est bien, mais il faut trouver le financement. Et donc, pour financer les besoins sociaux, désendettons-nous. Moi, je voudrais qu'on passe d'un système où... aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut faire des choix. Je vais utiliser... Mais oui, je vais utiliser une métaphore. Vous avez une montagne de dettes et un mur d'investissement. Ça fait un effet de ciseau. Il faut passer un effet de vase communicant. Il faut faire descendre la montagne pour faire grimper le mur d'investissement. Désendettons-nous pour investir. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. À 8h51, pour le moment, c'est le fil info avec Mathilde Romagnan. Une demande de logement social a seulement une chance sur 6 d'être pourvue dans l'année. Alerte ce matin de l'Union sociale pour l'habitat. La principale confédération de bailleurs sociaux organise aujourd'hui son congrès à Nantes. Le ministre du Logement promet des annonces. Le sommet de l'élevage s'ouvre aujourd'hui à Cournon d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme, le plus grand salon du genre en Europe. Le secteur est en pleine crise. La France a perdu près de 10% de ses effectifs de vaches au cours des 6 dernières années. Un hommage national sera rendu aujourd'hui à Hélène Carrère d'Ancos. Il sera présidé cet hommage par Emmanuel Macron aux Invalides à Paris. L'historienne, première femme à la tête de l'Académie française, est décédée au début du mois d'août dernier. Elle avait 94 ans. Le football et Lens renoue ce soir avec la Ligue des Champions et reçoit au Stade Bollaert Arsenal à 21h pour le compte de la 2e journée. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia.
Avec le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, dans un document de 75 pages publié le mois dernier, la Cour des comptes a pointé, je cite, « l'absence de stratégie nationale globale sur l'égalité homme-femme, un manque de pilotage efficace, des erreurs de méthode, ainsi que des avancées limitées ». En gros, vous avez descendu tous les plans du gouvernement sur l'égalité homme-femme. Il faut tout mettre à la poubelle ? Pas du tout. Moi, je me réjouis que ce soit la grande cause nationale des deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Et ça a eu un effet mobilisateur, notamment sur 2 sujets. D'abord les violences faites aux femmes et ensuite l'égalité professionnelle homme-femme, notamment dans la fonction publique. Mais ce que nous avons constaté après, c'est qu'il y a un petit problème, c'est-à-dire que, c'est plutôt un empilement de mesures qu'une stratégie pilotée. C'est quoi, c'est que de la com ? Non, mais c'est pour beaucoup des slogans. C'est du saupoudrage alors ? Non, je vais essayer de faire comprendre. Vous avez des mesures qui sont annoncées, et puis après, ça ne descend pas en termes de politique concrète. Et donc, il faut transformer l'annonce des mesures en politique concrète, transformer un plan en stratégie qui se déploie sur le terrain. Et après, effectivement, nous constatons que ça n'est pas suffisamment piloté, et on a besoin de suivi. Nous l'avons dit, et d'ailleurs, la Première ministre, Elisabeth Borne, a répondu en disant qu'elle était d'accord, et il va y avoir un prochain comité interministériel. Bonne chose qu'il y ait une grande cause, des avancées, mais une stratégie à mieux piloter. Voilà le résumé notre message. Pierre Moscovici, vous allez regarder de près le budget des Jeux Olympiques. Il a déjà été réévalué à plusieurs reprises. Il est passé de 3,3 milliards d'euros au moment de la candidature à 4,3 milliards en décembre dernier. Ça va devenir problématique ? Non, à ce stade, ce que nous avons constaté, c'est que le budget avait dérapé d'un milliard. Vous avez dit, d'un milliard à peu près, dont l'essentiel, c'est-à-dire les 2 tiers, ne vient pas en réalité de dérive des coûts, mais du fait que le dossier initial avait été présenté de manière compétitive, on va dire, optimiste. On a volontairement sous-estimé le budget au moment de la candidature ? Disons que c'était pas de mauvaise foi, c'est-à-dire d'abord il fallait convaincre, et ensuite on a sous-estimé sans doute les exigences qui étaient celles du CIO. Donc le coût complet des Jeux, on les connaîtra après les Jeux, et d'ailleurs la Cour des comptes est chargée de l'établir, et nous ferons un nouveau rapport en 2025. Sur les Jeux, moi je suis plutôt optimiste. Je pense qu'en effet on va y arriver. On a mis aussi quelques petits warnings qui ne sont pas inutiles sur la sécurité, parce qu'on n'arrivera pas avec la sécurité privée. Il faudra sans doute avoir recours aux forces de sécurité intérieure, pour le coup, celles dont on parlait au début de notre émission. Sur les transports, je pense que ça va être bon. Et aussi sur ce qu'on appelle l'héritage, c'est-à-dire qu'est-ce qui va rester des Jeux. Autrement dit, en Seine-Saint-Denis, on va les amortir en fait, ces installations. Comment on les utilise par la suite pour la population. Voilà. Mais disons que je suis raisonnablement optimiste sur les Jeux Olympiques. Pour le coup, on verra. Je l'ai dit au début de l'émission, la Cour des comptes donne son avis sur toutes les dépenses publiques. Et récemment, vous avez pointé celle du CNC, les aides qui sont distribuées aux professionnels du cinéma. Vous appelez, je cite, à une réforme approfondie des aides, trop nombreuses, une centaine, et trop complexes à votre goût. Est-ce que ça veut dire qu'il faut moins donner d'aide, voire même pas donner d'aide aux films qui ne font pas d'entrée en salle ? Alors, première chose, on a une politique du cinéma formidable en France. Et ce rapport est très positif. Le CNC, c'est une institution magnifique qui existe depuis déjà la Libération, qui avait été pensée par Jean Zay sous le Front populaire. Vraiment, bravo. Mais j'attends le mais là. Le mais, c'est qu'on produit beaucoup de films français, plus de 200, mais qu'il y en a un bon tiers qui, en salle, ne touche pas plus de 20 000 spectateurs. Mais c'est un critère, ça ? C'est un critère qui existe quand même. C'est-à-dire, et on sait aussi que c'est pas tous des films qui ont un niveau de qualité suffisant, donc ou extraordinaire. Et donc nous ne sommes pas. Vous savez que là, les artistes, les réalisateurs qui nous écoutent, les scénaristes, Non. Attendez, ce que je. C'est quoi la suite ? Je pense qu'il faut vraiment faire une réforme des soutiens, une réforme qui soit faite consensuellement avec la production, non pas pour diminuer le nombre de films, mais pour faire en sorte que ces productions soient de qualité et qu'elles touchent le public. Et disant ça, je ne suis pas du tout malthusien, parce que j'admire le CNC, je respecte la profession, et je pense que c'est l'intérêt de chacun que de produire des films de qualité qui touchent un public. Pierre Moscovici, vous vous apprêtez à publier votre autobiographie après-demain. Souvenir, on va dire. Souvenir, mémoire. Vous partez de votre parcours politique, présidence Mitterrand, le cabinet de Lionel Jospin à l'époque pour vous, la cohabitation avec Jacques Chirac, racontée depuis le ministère des Affaires européennes, vos relations avec François Hollande à Bercy. Vous éprouvez une nostalgie pour cette époque où la politique était sans doute différente ? Nostalgie, non, mais la France m'inquiète, c'est la première phrase de mon livre, parce que je constate que nous avons été une grande nation amoureuse de la démocratie et de la politique, et qu'aujourd'hui, nous sommes, on parle de l'Allemagne comme l'homme malade de l'Europe, l'homme
malade sur le plan politique. Je trouve que la qualité du débat public a considérablement décru, en effet, et que pour ça, il faut comprendre, en effet, comment on en est arrivé là. Je n'accuse personne. Oui, la faute à qui Il y a des responsables, forcément. Vous verrez, dans mon livre, non pas les responsables, mais en tout cas mon analyse. Et je parle surtout d'une famille politique que j'ai connue, celle de la gauche. C'est pour ça que le livre s'appelle Nos meilleures années. Pendant 40 ans, la gauche a été l'opposition crédible ou le gouvernement, et puis aujourd'hui, elle peine à trouver sa place, mais ça n'est pas la seule. Et donc, moi, je voudrais qu'on retrouve une qualité du débat public dans ce pays, que la politique continue ou recommence à attirer les meilleurs, qu'on sorte des... Elle n'attire pas les meilleurs aujourd'hui? Non, je pense pas. Non, je pense que si vous voulez, pour un jeune, dans ma génération ancienne, c'est vrai, la politique, c'était le nirvana. Aujourd'hui, c'est pas le cas pour ceux qui nous écoutent. Et donc, pour des tas de raisons. Et je crois qu'il y a un effort à faire pour remettre notre démocratie à niveau, pour réformer nos institutions. Mais ça tient à quoi ? Écoutez, j'écris 365 pages pour le dire, je ne peux pas les regarder. résumer en 2 mots, si vous me permettez, je le dirai. Le débat public n'est pas à la hauteur, notamment à gauche. Quand vous voyez ce qui se passe au sein même de la NUPES, ça vous désole ? Je ne commande pas du tout ce qui se passe au sein de la NUPES. Je parle, c'est un livre de souvenirs. J'ai un devoir de réserve sur ce qui se passe aujourd'hui. Je ne commente ni les uns ni les autres et je ne le ferai pas. Je dis simplement que dans mon livre, on trouvera peut-être en creux comment une gauche peut réussir. Et si on trouve comment elle peut réussir, on comprend aussi comment elle échoue parfois. Merci beaucoup Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, d'avoir été ce matin l'invité de France Info.